Nous sommes en l'an 126 après la chute. La nouvelle Belle Époque témoigne d'une perception quelque peu déformée d'un passé proche et rétrospectivement embelli. Les boulevards éclairés des grandes métropoles brillent au-dessus de sombres quartiers ouvriers. Les salons bourgeois voisinent avec des ateliers industriels qui ne dorment jamais. C'est un monde de fer et de vapeur. Un monde de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Et tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, les agents spéciaux de la Légion étrange se dressent dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Saison 2, épisode 4, le pacte des louves. En lisière de la sombre forêt du Gévaudan, Aurore, Étienne et Ohanzi faisaient le point, assis sur une souche ou adossés de façon cool à un arbre. Les lèvres d'Étienne se tordirent en un rictus de défi. Bon d'accord, le cerveau du groupe. Voyons si tu mérites ton titre. Nous on a découvert que le Wendigo, c'est le comte Morand machin chose, qu'il avait tenté de s'enfuir et ne contrôle probablement pas sa condition de lycanthrope. Et toi, t'as mieux à nous offrir ? Aurore fit la moue et esquissa un sourire carnassier. Évidemment que j'ai mieux. Bon, la cause la plus fréquente d'une transformation en Wendigo est le recours au cannibalisme. La seconde cause, fréquemment mentionnée, est la possession par un esprit démoniaque chamanique au pouet-pouet, souvent dans un rêve. Oui, je vous demande un peu de respect. C'est une malédiction lancée par un chaman. Jamais sans raison. Précisa l'Amérindien en croisant les bras. Certes. Bon, un Wendigo ne peut être tué que si l'on fait fondre son cœur de glace. Poétique, En gros, ces machins sont associés à l'hiver, au nord et au frimas, ainsi qu'à la famine. Le ventre de la paranthrope grogna alors qu'elle levait un doigt docte. Donc, il nous faut des munitions incendiaires pour détruire son corps. Et ensuite, il faut que l'on aille l'achever dans un rêve pour extirper le mal à la racine. Sinon, il se trouvera une autre victime à infecter. Étienne se gratta le crâne, perplexe. Autant la partie munitions incendiaires, je visualise plutôt bien, hein. Autant celle du rêve. Alors quoi ? Va falloir qu'on s'endorme à côté de lui, avec des genres de somnifères ? Et qu'est-ce qui va arriver au comte si on détruit le corps du Wendigo ? C'est une victime lui aussi. Et puis, c'est quelqu'un de la haute, non ? La paranthrope fronça les sourcils. Elle n'avait visiblement pas prévu de sauver l'aristocrate dans son équation. Ohanzi intervint d'un signe de tête. Je peux m'occuper de l'insertion onirique. Un rêve du chasseur, comme on dit dans mon peuple. Avec un peu de chance, nous pourrons sauver le comte avant de détruire le corps de la créature. Pardon ? Mais c'est qu'il essaie de me piquer mon moment, le Cheyenne. Il est iroquois. On s'en fout. Il me vole la vedette. Les carabistouilles magiques dans ce style, c'est moi qui fais d'habitude. Et toi, tu dis rien. Si ça peut m'éviter de choper des ulcères à cause du contre-coup, pour une fois... Étienne demeura sceptique. Toutes ces méthodes thaumaturgiques n'étaient pas de son ressort, et il ne se sentait pas spécialement à l'aise à l'idée de les employer. Mais s'il n'y avait pas le choix... D'accord, avec un peu de chance, hein. C'est-à-dire, ça marche comment ? On va dans le rêve, on s'occupe du Wendigo avant de s'occuper de son corps ? Et d'ailleurs, c'est quoi un rêve du chasseur ? On doit dormir pour de vrai avec nos corps réels à un endroit tangible pendant que nos esprits font je sais pas quoi ? Ou alors c'est un nom exotique pour parler d'une autre dimension, d'un autre demi-plan ? Aurore laissa son regard couler vers l'Iroquois d'un air dubitatif. Et puis, excusez-moi du peu, mais le rêve du chasseur est une légende. J'ai passé des années au CBI à essayer de l'infiltrer. J'en suis arrivé à la conclusion que c'était de la flûte. Vous allez pas nous refaire un remake pourri, j'espère. L'Amérindien s'autorisa à montrer les dents. Son sourire avait quelque chose de malsain. Il n'avait pas l'habitude de contracter ainsi ses zygomatiques. Parce que votre esprit totem ne s'est jamais éveillé, Aurore, visage blême, ce n'est pas mon cas. Je peux vous ouvrir un passage, mais le temps que nous passerons là-bas sera limité. Nous devons nous rapprocher au maximum du Wendigo. Non mais pour qui il se prend, lui ? Je suis parfaitement réveillée et je l'emmerde. Mon esprit totem vous emmerde, Ohanzi. L'Amérindien ignora la réponse d'un geste de la main. La mâchoire d'Étienne se contracta au propos de l'Iroquois. Aurore ne s'était jamais présentée sous son prénom en sa présence, confirmant son hypothèse qu'Ohanzi la connaissait. Au moins de réputation. Leur guide faisait décidément beaucoup de cachotterie, mais le vétéran doutait que le confronter frontalement allait lui faire révéler ce qu'il savait vraiment. Ohanzi, pourriez-vous nous laisser seuls une poignée de minutes ? J'ai 2 ou 3 mises au point à faire avec ma collègue concernant le respect dû à un envoyé de la maison impériale.
Étienne roula discrètement des yeux vers Aurore, lui faisant signe de jouer le jeu. Aurore croisa les bras d'un air dramatique. L'Iroquois hocha la tête et s'éloigna en direction de la forêt, aux aguets. Jetant un rapide coup d'œil alentour, Étienne baissa la voix. Je me méfie de ce type. Il a caché beaucoup d'informations sur le Wendigo. Je suis sûr qu'il savait déjà que le comte était infecté, bien avant qu'on arrive. Mais il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il te connaît. Je sais pas pourquoi il fait de la rétention d'informations comme ça, mais c'est sans doute pas pour rien. Je sais pas si c'est un ennemi, mais je sais pas non plus si c'est un ami. Et puis, merde, il régénère ses blessures, tu te rends compte? Les sorciers humains sont pas censés savoir faire ça, si? La paranthrope se rapprocha d'Étienne, murmurant à son tour. C'est un hémovore, un apotamkin comme on dit dans leur langue. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Chez eux, les hémovores sont à la fois des parias et des chiens de berger. Ils rôdent à la lisière des communautés amérindiennes pour chasser les monstres. Elle se rapprocha, encore. Encore? Il est pas sourd, tu sais. C'est écrit comme ça sur mon texte. On t'a pas sonné, la stagiaire. Aurore secoua la tête pour chasser ses pensées parasites. Il connaît sans doute ma réputation. J'ai bossé au CBI pendant longtemps et j'ai dû dégommer quelques-uns de ses cousins. Étienne fronça vivement les sourcils. Ohanzi avait peut-être des motifs tout à fait légitimes d'en vouloir à Aurore. Elle n'avait pas agi noblement au cours de sa longue existence. Une chose que le vétéran trouvait plus confortable de parfois oublier, mais dont le rappel n'était jamais plaisant, surtout aussi brutalement et froidement. Comment ça, t'as dû dégommer quelques-uns de ses cousins? Bon, bref, on en parlera plus tard, c'est pas le sujet. Ça fait quelques temps que tu bosses plus là-bas, et pourtant, il a eu l'air de t'identifier directement et n'a d'ailleurs pas semblé particulièrement surpris ou indigné de te voir. Si moi je découvrais soudainement qu'une paranthrope qui avait tué mes proches se cachait parmi mes employeurs, mais je peux te dire que ça passerait pas tout seul. Bref, surveille juste tes arrières, ok? Je commence à me demander s'il est là seulement pour le Wendigo. Il ignore que je suis une paranthrope, sinon il aurait déjà crié au loup. Par contre, il connaît mon goût pour le sang. Visage blême, c'est à la fois une insulte et une marque de respect. Ouais, je sais, dit comme ça sonne comme un oxymore. Mais il sait ce dont je suis capable. Il y a un monde où il va tenter un truc stupide, à ce moment-là, on devra réagir. Et tu devras te mettre torse nu pour l'affronter dans la boue. Je rajoute ça au script, mais je promets rien. Je peux pas influencer son libre arbitre, Aurore chérie. C'est toi-même qui me l'as interdit. Étienne croisa les bras, peu convaincu. Une insulte qui fait office de marque de respect. Moi j'aurais plutôt envie de savoir ce qu'il te veut avant de l'affronter torse nu dans la boue. Peut-être bien qu'il aurait de bonnes raisons de t'en vouloir. Et peut-être bien que la chose à faire serait d'assumer les conséquences de tes actes plutôt que de lui taper dessus. Aurore laissa couler son regard azuré vers Étienne, faisant un pas en arrière. Comment tu peux dire une chose pareille? Même s'il avait une bonne raison de m'en vouloir parce que j'ai peut-être travaillé pour un gouvernement qui a activement cherché à exterminer son peuple autochtone, tu me laisserais vraiment à sa merci? Bien sûr que non, mais assumer les conséquences de tes actes, ce n'est pas seulement mourir ou se faire emprisonner, Aurore. Déjà, c'est les assumer pleinement et en reconnaître la gravité. Ensuite, c'est essayer de travailler à en réparer ou atténuer les conséquences. Tu as bien assumé d'avoir fait plonger un pays entier dans le chaos, non? Et ben pourtant, t'es toujours là. Et moi aussi. Bon, d'accord. Je vais essayer de te résumer ça rapidement. Les thaumaturges du Saskatchewan utilisent leur connexion avec des esprits pour utiliser leur pouvoir. Des machins de l'extérieur avec un grand E. Un peu comme les hurleurs de motifs. Ils prennent la forme d'un animal totem avec qui le chaman se lie et qui lui file des trucs en échange d'un pied dans notre monde. Exactement comme le Wendigo qu'on traque d'ailleurs. Le problème, c'est que certains chamans étaient, à l'époque, suffisamment puissants pour foudroyer un mecha. Du coup, les NCSA m'ont envoyé, moi et mon équipe, pour liquider ces faiseurs de pluie, mettre en scène leur mort, créer la terreur dans les rangs de l'ennemi. J'ai eu le temps d'en éliminer 6 avant que le CBI ne me trahisse et ne tente de m'éliminer. Je vois. Enfin, non, pas vraiment dans les détails, mais je vois que t'as tué 6 personnes qui auraient potentiellement pu détruire les mechas, et faire sévèrement pencher la balance de la guerre en faveur des Amérindiens. Si effectivement Wandy sait tout ça, il a des raisons de t'en vouloir. Et des raisons de ne pas chercher une confrontation, estima le vétéran. Mais la paranthrope avait agi sous les ordres des NCSA, sous la contrainte de la mise à mort de ses proches. Ce n'étaient pas des actes qu'elle avait commis par cruauté ou intérêt personnel, ni même qu'elle avait eu le choix de refuser. Mais ça, l'Iroquois ne le savait sans doute pas. Pas mal la justification à la con.
C'est bien, la stagiaire. Continue comme ça. Bon, on va voir comment ça va se goupiller. Peut-être que je me fais des idées, mais dans le doute, on reste vigilant, on se sépare pas, et s'il doit y avoir un accrochage, on essaie de régler ça sans effusion de sang, d'accord? Promis. Mais on ne peut pas écarter l'éventualité qu'il y ait de la violence. Torse nu et dans la boue. Lâche ce fusil, Tchekhov, on a saisi l'idée. Aurore renifla. Bon, dépêchons. Bison Futé a sûrement déjà flairé une piste. Ouais, mais les bagarres dans la boue au même niveau que les massages de pieds. Dans tes rêves. Le vétéran s'arrêta un instant, réalisant brusquement l'importance de la sémantique. Et attention, je veux pas dire par là que c'est parce qu'on va dans le monde des rêves que... Enfin, le monde des rêves, ce n'est pas tes rêves. Tu me comprends, hein? Il renifla, préférant clore le sujet avant de se tirer à nouveau une balle dans le pied. Et oublie pas de bouder, je suis censé t'avoir passé un savon, madame la baronne. Aurore regarda Étienne en coin et prit sa moue la plus boudeuse pour interpeller Ohanzi. Alors, on a quelque chose au grand sage des forêts boréales? Sans surprise, les traces nous conduisent au château. Il va nous falloir le traquer à l'intérieur avant que le soleil ne se lève. Profitons du fait que vous l'avez affaibli. Et merde, j'espère qu'il reste plus personne là-dedans. Majestueuse dans ses tons et fantasque dans son asymétrie harmonieuse, la pleine lune éclairait le château de Morangiès. Étienne, Aurore et Ohanzi se rapprochèrent rapidement de l'ancienne forteresse, escortés par un groupe de commandos. Le gyroptère, turbine hurlante et fagot à missiles chargés, amorça son approche finale sur l'objectif. Super! J'adore être entouré d'une dizaine de soldats impassibles armés jusqu'aux dents qui s'expriment de manière monosyllabique. Oh, dis-toi que ça rappelle à Étienne ses jeunes années. Et puis, il en faut beaucoup plus pour impressionner quelqu'un comme toi. Comme nous, d'habitude. Bordel de sarne, ce sont des bougres de brutes, des tueurs sans âme. Ils portent tous le tatouage de l'aigle impérial sur leur cou. C'est des gars du fucking 13e dragon occulte parachutiste. En parlant de ça, leur nuque? Oh my! J'ai déjà vu des arbres moins épais. Le chef du commando s'arrêta. Ses hommes se mirent en position, chacun à sa place. Il tourna sa tête casquée vers Étienne. Pic d'aspect droit devant. Mon capitaine, vos ordres? Étienne ne répondit pas immédiatement, avisant le château un bref instant pour masquer son trouble. C'était la première fois qu'il se retrouvait à la tête d'une escouade depuis l'opération Kirak, et il y voyait un terrain familier, voire même agréable. Mais si cela lui rappelait effectivement les bienfaits d'antan, cela faisait également surgir douloureusement le souvenir de la perte de ses hommes, souvenir auquel le vétéran ne s'était pas préparé à faire face aussi frontalement, là, maintenant. Il ne pouvait s'empêcher de voir, à travers les silhouettes des commandos avec eux, les fantômes de son passé et le spectre de la tragédie à venir. Des bottes angoissantes et inconfortables, ne laissant entrevoir qu'une issue funeste pour tous ces braves. Était-il vraiment compétent pour que la vie de ces soldats soit remise entre ses mains? N'allait-il pas, une fois de plus, les envoyer vers une mort certaine? Était-il la personne qu'il fallait? Quelqu'un d'autre n'aurait-il pas été plus adéquat? Étienne se sentait de plus en plus fébrile. Une désagréable sueur naquit sur ses tempes, malgré la fraîcheur nocturne. Il envisagea de déclarer qu'il n'était pas en état d'assumer ses responsabilités, qu'il allait mettre en péril tout le monde. Il grimaça, réalisant à quel point le stress le dévorait. Un instant. Il expira, discrètement, avant d'inspirer une fois longuement, une autre fois plus rapidement, ce qu'on lui avait enseigné à faire durant ces moments d'extrême tension. Il s'isola à l'avant de l'hélicoptère. Peu à peu, il se rassura avec des pensées factuelles. Il avait été formé pour faire ça, il connaissait son métier, il ne pouvait pas faire de faux bonds en cet instant, cela allait à l'encontre de tout ce pourquoi il s'était engagé. Il ne fallut qu'une poignée de secondes pour que ses tremblements se calment et que le Francien apaise ses angoisses. Elle n'était pas complètement silencieuse, mais la rigueur et la discipline reprenaient la main. Bon, il y a un hostile dans la zone, avec potentiellement un nombre de civils indéterminés menacés. Votre priorité est de localiser la créature et d'extraire les personnes qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Ne cherchez pas à engager la bestiole directement, si vous tombez sur elle, avertissez-nous par radio de sa position, repliez-vous, et gagnez du temps avec des munitions incendiaires le temps qu'on arrive. L'envoyé de la maison impériale, ma collègue et moi formerons un trinôme à part entière, et on passera par l'entrée principale. On chargera de la créature. J'insiste, n'engagez pas, et s'il vous repère, temporisez en nous attendant. Pas de risques inutiles, ok ? Le soldat hocha la tête et collationna le message auprès de ses hommes qui remplacèrent leurs chargeurs par des munitions incendiaires de gros calibre. Aurore et Ohanzi étaient en pleine discussion quand Étienne les rejoignit. Je ne vais pas là-dedans sans Étienne. Point. N'essayez pas de m'embobiner. Il n'est pas thaumaturge.
Je ne peux pas garantir son état de conscience là-bas. Le maillage d'aspect Est intriqué, je sais. Je le sens mieux que vous et tous vos ancêtres réunis. Mais c'est pas une raison pour le laisser derrière. Socrate, dans son étui, se mit à vibrer. J'ai l'impression qu'il parle de toi, mon ami. Étienne expira ironiquement en avisant la scène, sans vraiment savoir pourquoi. Malgré le contexte dangereux et les doutes qu'il pouvait ressentir, il y avait quelque chose de rassurant à ce qu'Aurore insiste sur sa présence. Pourtant, il n'y avait vraiment pas de quoi se sentir en sécurité à l'idée de finir dans une dimension parallèle qui ne pouvait pas garantir son état de conscience, quoi que cela veuille dire. Mais l'idée qu'Aurore tienne à sa présence suffisait à rendre ce genre de considération secondaire. Ouais, c'est la rançon de la gloire, mon vieux. Le capitaine Duboisset est devenu trop important. Ils ne savent même plus quoi faire quand il n'est pas là. D'ailleurs, il paraît qu'il a tellement le melon qu'il parle de lui à la troisième personne. S'avançant vers le duo, il intervint. Allez, du calme vous deux, j'accompagne l'agent Dumas là-dedans, point. Ce n'était pas par bravade amoureuse que le vétéran avait pris position. Il doutait qu'il serait très utile contre l'esprit du Wendigo ou qu'Aurore soit fondamentalement en danger. Mais il se méfiait toujours d'Ohanzi et n'entendait pas laisser Aurore seule, que ce soit dans le monde des rêves ou dans la visite d'un château hanté par un loup-garou américain. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de garantie de conscience, là dit? Je peux faire quelque chose pour me préparer ou pour faciliter le processus? Non, parce que bon, j'aimerais pas exploser là-bas. Aurore dévisagea Étienne, rougit légèrement et finit par poser ses yeux sur l'étui de son pistolet. Ah, mais oui, il est là, lui. Parfait. Socrate, c'est ça. Tu serviras d'encre noosphérique à Étienne, d'accord? C'est dans tes cordes. L'étrange entité tapie dans l'arme d'Étienne se montra hésitante. C'est que j'ai jamais fait ça avant. Ça sera sûrement un peu décevant, mais tu vas gérer. Du moment que tu restes fermement serré dans la paume de sa main et que tu te concentres pour maintenir ta cohérence métanarrative, tout se passera bien. Ça ne m'aide pas vraiment comme conseil. L'Iroquois fronça un sourcil contrarié. Votre ami a un esprit totem emprisonné dans son arme? Quelle est donc cette sorcellerie? De la démonique, mon chou. Vous comprendrez comment ça marche quand vous en aurez marre de vivre dans des tipis à la con. La poigne de l'Iroquois se serra sur le manche de son tomahawk. Aurore montra les dents. Sentant bien que la situation menaçait de dégénérer d'un instant à l'autre, Étienne s'interposa entre Ohanzi et Aurore, levant les mains dans leur direction. Oh et oh, vous deux, ce n'est ni le moment ni le lieu pour vous quereller. Aurore, tu peux garder tes commentaires et respecter ceux qui vont se battre avec toi. Et vous, Andy, vous pouvez lâcher votre arme. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez de Madame la Baronne, mais là, dans ce château, il y a peut-être encore des gens qui ont besoin qu'on reste unis et qu'on agisse vite. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est que vous vous battiez. Oh waouh, le monologue sur l'espoir et l'amitié. Étienne tapota Socrate d'un air impatient. C'est comme un prince transformé en grenouille, sauf que c'est un pistolet. Et accessoirement que c'est pas un prince. Bref, y a rien de sacré, c'est pas un esprit, il a pas été arraché à vos ancêtres ou je sais pas quoi. Il s'appelle Socrate. Parce qu'il passe son temps à poser des questions à la con, comme le vieux là. Maintenant que les présentations sont faites, vous pouvez peut-être enterrer la hache de guerre pour le temps d'une mission, non? Mes questions sont tout à fait légitimes. Et d'ailleurs, tu ne sais pas répondre à la moitié d'entre elles. Répondit l'arme, un peu vexé. N'en rajoute pas. Aurore hocha la tête. Techniquement, un hurleur de motifs et un esprit totem, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'au lieu de le lier à un pauvre Gus défoncé à la sauge sauvage, on l'a mis dans une arme et je me tais, c'est ça? Hugh! Confirma l'Iroquois avant de renifler. Très bien, vous parlez avec la sagesse des anciens, capitaine Duboisset. Je ne m'excuserai pas, mais pressons le pas. Le gyroptère atterrit quelques instants pour décharger les agents de la Légion étrange avant de reprendre de l'altitude. L'Amérindien partit devant, son arme à la main et les pans de son manteau de cuir autour de lui. La pluie commença à tomber. Il en profita pour enfiler un tricorne patiné. L'heure avance, et le voile se fait plus épais. Aurore le laissa prendre de la distance avant de murmurer. Poseur. Étienne dut bien admettre être assez d'accord avec ce dernier commentaire et ajouta en plissant les sourcils d'un air exagérément mystérieux. Le danger n'est que la chimère de nos espérances ébréchées. Aurore retint in extremis un fou rire, prenant le bras d'Étienne pour l'arrêter quelques secondes de plus à ses côtés. Étienne, quand on sera dans le monde des rêves, il est possible qu'on ne soit pas exactement comme d'habitude, d'accord? Faudra pas paniquer. On apparaît selon la projection profonde que l'on se fait de nous-mêmes. Tu saisis le concept? Non, pas vraiment. Ça veut dire que vous n'aurez pas l'apparence de ce que vous êtes, mais de ce que vous pensez être. Précisa Socrate d'un ton docte. Hein? C'est complètement con ce truc, moi je pensais de moi. Alors je vais ressembler à moi? Je pense que ce seront plutôt vos pensées inconscientes qui seront mises à contribution. Et comme leur nom l'indique, tu n'es pas conscient de leur nature. Ah. Donc si dans mon inconscient je me vois comme une part de pizza,
j'aurai l'apparence d'une part de pizza? Je crois que cela sera un peu plus subtil que ça, mais sans doute fort instructif sur votre appréciation personnelle et votre psyché. Continua le pistolet avec un regain d'enthousiasme. Connaissez-vous vous-même? Ah, je dois dire que je vous envie. J'aimerais beaucoup vivre cette expérience. Malheureusement, je crois qu'en tant qu'encre noosphérique, je ne serai pas vraiment sujet à l'environnement de ce monde des rêves. Ça promet. Renifla le vétéran, qui n'était plus certain d'être aussi à l'aise avec l'idée. Il avait déjà eu un aperçu de ses désirs inconscients avec Satan, et ce qu'il avait vu sur lui-même ne l'avait guère enchanté. L'idée de remettre le couvert et de découvrir une facette de sa personnalité dont il ne serait pas vraiment fier n'avait rien de très réjouissant. Des pronostics sur ce à quoi on va ressembler? La paranthrope rougit légèrement et fit un signe de tête vers l'Iroquois. Je pense qu'on le découvrira bien assez tôt. Les bras écartés devant la porte d'entrée du château, un plein chant monta de la gorge du chasseur impérial. On se mouille pas, hein? Allez, moi je te vois bien en princesse, et moi en chevalier. Ce serait dans le thème, en plus le château, le loup-garou. J'espère que mon inconscient saura faire le lien. Étienne s'étonna lui-même de sa soudaine légèreté, lui qui, il y a quelques minutes à peine, avait frôlé la crise d'angoisse. C'était Aurore, réalisa-t-il. Sa présence n'était pas qu'agréable. Elle lui faisait relativiser la gravité de la situation et la lourdeur de ses enjeux. Allez, en position. Se reprit-il plus sérieusement. La nuit va être longue et pleine de terreur. Aurore esquissa un sourire et fit jaillir une longue pointe d'os de la paume de sa main. L'arme prit la forme d'une élégante rapière tout en courbe et volute filiforme. La paranthrope ne put s'empêcher de lever le menton de fierté devant son nouveau jouet. Elle ne l'admettra jamais à voix haute, mais depuis qu'Étienne a un pistolet capable de parler, elle a perdu tout intérêt pour son vieux 454 doré. Ce qui en soi n'est pas plus mal, elle a toujours visé comme un pied. Ohanzi termina son incantation devant la herse du château et, de 2 coups en croix de son tomahawk, ouvrit une brèche au cœur de la brume. Par là. Dit-il, la voix ferme mais dans laquelle on sentait poindre le contre-coup d'aspect qui venait de châtier le thaumaturge pour son pli de réalité. Il s'aventura entre les volutes opaques qui, peu à peu, recouvraient les environs. Les couleurs commençaient à se faner également, ne laissant guère que des nuances de gris dominer le paysage à chaque pas en avant. Étienne fronça les sourcils en lui emboîtant le pas. Il s'était attendu à ce que ce monde des rêves soit une sorte de portail vers un endroit complètement différent. Mais il semblait qu'il se superposait au contraire à la réalité, puisant son existence dans des racines tangibles. Il se demanda à quel point cela allait déformer leur vision des choses. Si eux-mêmes devenaient le reflet de ce qu'ils pensaient être, l'environnement allait-il lui aussi se plier aux caprices de leur inconscient? À en juger par le bref aperçu grisâtre à sa disposition, ça n'avait guère l'air très accueillant. Et le Wendigo, à quoi allait-il ressembler? Les fluctuations d'aspect se calmèrent progressivement et la brume finit par refluer en marge du château. Les couleurs avaient quasiment toutes disparu, ne laissant à l'artiste qui avait peint ce tableau onirique qu'une grande palette de gris plus ou moins épais pour gribouiller son décor. La perspective également était altérée, réduite, semblable à la pellicule endommagée d'un cinémascope. Dans la main d'Étienne, Socrate brillait d'une froide lueur argentée. Ohanzi posa un genou à terre et, sortant des frondaisons de la forêt, un chien rapide à la pelisse immaculée le rejoignit avec une joie non dissimulée, cabriolant entre ses bras gainés de cuir. Aurore se pencha en avant. Ses yeux azurés, inaltérés par la déprime monochrome ambiante, étaient grands ouverts. Est-ce que c'est un spitz japonais? Je pensais qu'ils avaient tous disparu. L'Iroquois, après quelques gratouilles et l'échouille de bienvenue, répondit. Elle se nomme Sachi. Je suis lié à elle comme elle est liée à moi. Elle protège mes rêves et nous sera d'une grande aide. Il est au courant que c'est un chien d'intérieur, l'autre idiot? La voix de Crépuscule résonna, pour une fois, à voix haute. Aurore se retourna d'un bond. Bordel de sarne! Derrière Étienne, sortant de la brume à son tour, se trouvait une deuxième Aurore. Les cheveux coupés au carré, des traits à la fois similaires et inexplicablement inversés, des cheveux d'un blanc nacré striés d'une longue mèche noire. Le son de sa propre voix l'étonna elle-même, le timbre était différent de celui d'Aurore, plus mature. Merde! Si je m'attendais à ça... La silhouette d'Étienne réagit elle aussi au monde des rêves, les traits voilés derrière une chape plus ou moins opaque, effaçant partiellement l'expression de son visage. On devinait les contours de sa bouche et de son nez, mais sans toutefois pouvoir les décrire distinctement. Étienne ne ressemblait à plus personne, et donc il ressemblait à
tout le monde. Inconscient des changements qui affectaient son apparence, il se figea en apercevant le double d'Aurore, pointant son arme droit vers la nouvelle venue. Wow, les mains en l'air la jumelle et pas de geste brusque. C'est quoi ça encore? Un autre machin qui copie l'apparence des autres? Alors, techniquement, j'ai l'impression que tu es un peu dans le vrai. Je sens des similitudes entre elle et moi. Crépuscule leva les bras. Du calme, Étienne. Tu ne me connais pas, mais moi si. Je suis juste une vieille amie d'Aurore, alors pas de gestes stupides, d'accord? La paranthrope renifla. Étienne, je te présente Crépuscule. C'est une partie de moi. Mon surmoi, pour être précis. Crépuscule? La voix d'Étienne oscillait entre incrédulité et méfiance, baissant son arme lentement, sans pour autant qu'elle le fût complètement. C'est quoi ça? Une partie de toi? Un sur-toi? Ça veut dire quoi ça? T'es schizophrène? Aurore et Crépuscule poussèrent un soupir synchronisé. Non, Étienne, je ne suis pas schizophrène. Enfin, je crois pas. Je suis le fruit d'une expérience ratée de Nyarlathotep Esoterica. Quand Aurore était à peine adulte, ils ont essayé de l'utiliser pour leur projet débile et... je suis apparue. Je me la suis coltinée un moment jusqu'à ce que je la refourgue à Satan en paiement de mes dettes. Sacrée décision de connasse d'ailleurs, hein. Mais c'est pas le sujet. Elle est venue me récupérer quand vous êtes passé lui mettre sa rouste aux échecs. Le vétéran se gratta la nuque, essayant de remettre en place les pièces du puzzle comme on les lui donnait, Attends, donc depuis l'Amérique, il y a un machin, Un hurleur de motifs. précisa Socrate. ok, un hurleur de motifs, qui te suit? Comment ça se fait que je l'ai jamais vu moi? Ni même entendu? Et comment ça se fait que tu m'aies jamais parlé de son existence? Alors, déjà, je suis un peu plus que ça. Crépuscule est une ingérence métanarrative. À la différence de Socrate, elle n'est pas née d'un gestalt de conscience aggloméré dans la noosphère. Elle est née de moi et de moi seule. Elle est un peu... L'aristocratie de l'extérieur. Un être supérieur influençant la réalité par sa simple présence charismatique. Et son humilité manifeste... Derrière eux, l'Iroquois se racla la gorge. Nous avons assez parlé. Le Wendigo n'est pas loin. On en reparlera. Grommela Étienne. Il n'aimait pas beaucoup ça. Déjà, une aurore était amplement suffisante. Une deuxième qui avait des paramètres méta machin chose était sans doute plus qu'il ne pouvait supporter. Mais surtout, ce qu'il n'appréciait pas, c'était d'avoir découvert son existence par hasard. Cette entité partageait sans doute le quotidien d'Aurore depuis plusieurs mois, le connaissait, et Aurore ne l'avait jamais évoqué. Pourtant, si Étienne ne la voyait pas, quel aurait été le mal de simplement mentionner son existence? Il soupçonnait que sa collègue avait ses raisons d'avoir gardé le silence, et il n'appréciait guère ses cachotteries. On vous suit, mais c'est bien parce que vous avez un joli toutou. Sachi partit en avant, la truffe au vent flairant une piste. Accroché à son éperon rocheux, le château de Morangias surveillait l'horizon des rêves tel un vieux guetteur fatigué. Ses portes épaisses et sa herse avaient cependant été laissées ouvertes, donnant libre accès à ses tours coiffées, ses remparts crénelés, ses bastions et courtines à demi avalées par la brume monochrome. Eh bah, c'est gai. Et franchement mal rénové. Regarde là, un escalier d'honneur hexagonal, avec des sculptures baroques. C'est complètement anachronique. So, Art Nouveau. Mais oh, vous allez la boucler, oui? Chuchota rapidement Étienne, irrité. Il y a un Wendigo qui rôde, vous jouerez les apprentis architectes plus tard. Le petit groupe progressa dans le château abandonné, passant de salles utilitaires en appartements au plafond de bois sombre, aux poutres apparentes. Ici, des poêles en faïence, plus loin des bancs intégrés aux meubles massifs. Aurore faisait des moulinets de sa rapière pour s'habituer à son poids, tandis que Crépuscule ne put s'empêcher de s'arrêter devant le moindre miroir qu'elle croisait pour vérifier sa mise en pli et jouer avec ses piercings. Ohanzi avançait à pas de loup, son tomahawk à la main. Tout à coup, Sachi s'arrêta et pointa sa truffe humide en direction d'une grande salle attenante. Le hall de réception occupait tout en étage, avec son grand lustre, ses blasons, ferronneries et armures médiévales accrochées sur leur présentoir. La table avait été dressée pour un couvert. L'adorable chien au pelage blanc poussa un léger couinement. Nous ne sommes pas seuls. Il est tout près. Tendu et aux aguets, Étienne avisa la vaste pièce quelque peu perplexe. Si la bête était si proche, comment se faisait-il qu'il ne la voyait pas? Il n'y avait aucun endroit pour se cacher, surtout pour une créature de cette taille. Pris d'un doute, le vétéran leva la tête. Les ombres dansantes sur le plafond avaient quelque chose de liminal. Un clair-obscur inquiétant. Étienne cligna des yeux et... un homme était soudainement assis devant une assiette contenant des endives fumantes. Il avait ce je ne sais quoi d'agaçant.
De longs cheveux d'argent, un chapeau à large bord et des yeux dorés qui fixèrent l'assemblée. Il découpa lentement sa pitance. Bordel de sarne! Montre au vent! Et des endives. L'Amérindien se mit en garde, Sachi grogna et se réfugia sous ses jambes. Vous le connaissez? Un rival. Un ancien mentor. Il est dangereux. Et toxique. Puis, c'est aussi un peu son ex. On n'est pas obligé de tout raconter, Crépuscule. Pour une fois que je peux parler à quelqu'un d'autre. Étienne se figea, pointant immédiatement Socrate vers la silhouette de Montrauvent. Évidemment, la réputation du paranthrope n'était plus à faire, indépendamment de ce que lui avait raconté Aurore. Étienne avait entendu parler de ce personnage et de ses projets de complot, de fin du monde, de sa quête de pouvoir divin, ou quelque chose comme ça au sein des services franciens. Toutefois, il dut reconnaître que ce qui lui donnait en cet instant le plus envie de tirer, c'était la description qu'en avait fait Crépuscule. Il se retint toutefois à l'ultime instant. Non par miséricorde ou par conviction que cela ne servirait à rien. Il imaginait au contraire une balle en Dracheneisen tout à fait capable de lui percer le crâne. Mais à cause du fait que, autour d'eux, un Wendigo rôdait. Un coup de feu allait attirer la bête. Ce constat immédiat effectué, une question vint brusquement frapper le vétéran, bientôt suivi par ses petites sœurs entraînées sur le chemin de la logique. Qu'est-ce que Montrauvent foutait là? Était-ce lui qui était à l'origine de la malédiction du comte? Peu probable. Montrauvent avait sans doute mieux à faire que de terroriser la campagne francienne entre deux complots machiavéliques. En avait-il alors après le Wendigo? Après l'artefact qui avait transformé le noble en premier lieu? On peut pas lui prêter tous les vices. Il a une bonne alimentation, par exemple. Fit-il remarquer, avec un brin de nonchalance, avant de faire un signe de tête au tristement célèbre carciste de Nadox. Qu'est-ce que vous faites ici et qu'est-ce que vous voulez? Et ne pensez pas à faire autre chose que profiter de votre repas. Je vous abattrai dans la seconde. Montrauvent prit une bouchée, mâcha et esquissa un sourire dévoilant une dentition similaire à celle d'Aurore, avant de se tapoter les lèvres d'une serviette monogrammée. Une seconde de délai ne sera, hélas, pas suffisant pour m'atteindre. C'est une façon de parler, Montrauvent. Il le sait, il crâne juste parce qu'il est plus rapide que toi. Il est plus rapide que moi? Depuis quand? C'est nouveau, ça. Si je te le dis, je te rappelle que je peux voir sa fiche de stats, moi. Dit Crépuscule en imitant Sachi, faisant un pas derrière son double. Montrauvent reposa sa serviette et la lissa en carré. Je suis venu pour le Wendigo. Tomber sur vous n'est qu'une désagréable coïncidence. Vous n'êtes pas aussi important que vous l'imaginez. Aurore dressa sa rapière. C'est ça. Et moi, je suis l'impératrice du Mexique. Bien envoyé, ça. Allez, crachez le morceau, on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous voulez à nous attendre comme un méchant ringard de roman d'espionnage, là? Montrauvent pencha la tête sur le côté. Ce n'est pas ringard du tout. Un peu, quand même. Hein. Et puis, des endives, tu en manges exprès parce que tu sais que je déteste ça. Eh bien, je trouvais que ça faisait une petite référence. Et après, c'est moi l'anomalie narrative. Le carciste de Nadox tout sauta et posa ses couverts. À vrai dire, j'avais surtout besoin que vous serviez d'appât. Ce n'était d'abord qu'une silhouette de géant, se détachant à peine de l'obscurité. Il devait mesurer dans les 4 mètres de haut, et chacun de ses pas faisait vibrer le parquet. Ici, la bête n'avait plus les atours d'un loup, c'était un être d'apparence humaine, mais tellement émacié que l'on distinguait chacun de ses os sous la peau couleur de cendre, desséchée et tendue à l'extrême. Ses côtes saillantes, les fémurs démesurément allongés de ses jambes, les humérus de ses longs bras traînant jusqu'au sol. Son crâne chauve, ses tempes creusées étaient semblables à celui d'un squelette. 2 yeux sans pupilles étincelaient comme des étoiles dans ses orbites enfoncées. Ce qui les faisait briller, c'était la faim. Cette créature n'était que cela, une faim abyssale, un Wendigo. Et d'un geste de la main, Montrauvent souffla toutes les lumières de la pièce. Bonne chasse. Quoique cela ne plaisait pas vraiment aux vétérans d'être une diversion ambulante, d'autant que ça laissait quartier libre à Montrauvent de faire ce qui lui chantait, l'affreuse présence du Wendigo avait capté toutes les pensées immédiates du Francien, le clouant sur place en appréhendant la forme affreuse de la créature. En d'autres circonstances, il aurait probablement hurlé à sa seule vue. Mais la menace immédiate et le groupe l'entourant le poussaient au sang-froid, et son entraînement s'imposa à lui pour garder la maîtrise de lui-même. Étienne ne paniqua pas, ou du moins, il n'en eut pas le temps. L'obscurité qui s'abattit sur eux avait un arrière-goût désagréable de néant, l'aperçu lugubre d'une mort immédiate et violente qui les attendait. Cette pensée décupla sa vitesse de réaction.
Instinctivement, le vétéran s'apprêtait à utiliser des munitions incendiaires, mais il réalisa en une fraction de seconde la témérité d'un tir à l'aveugle. Le Wendigo avait beau être énorme, il le savait assez rapide pour ne pas garantir une touche. Pire encore, il risquait de blesser les autres avec un tir malchanceux. Étienne pointa Socrate vers le plafond. Et la lumière fut. La fusée éclairante illumina la pièce. Sur la grande table, se déplaçant avec une telle rapidité qu'il n'était que des formes brouillées, Aurore, Montrevant et Crépuscule s'étaient lancés à l'assaut. D'un côté, le carciste de Nadox brandissait une lame faite de fumée noire. De l'autre, Aurore le contrait de sa rapière océotonique. Crépuscule suivait la carciste de Sarne comme une ombre, marchant en rythme dans ses pas. En un éclair, Étienne eut le temps d'apercevoir les deux lames se rencontrer. Celle d'Aurore était noueuse, épineuse, surchargée de runes abominables, barbelée de dentelures semblables à des griffes. En face, la lame ténébreuse détourna chacun de ses coups. Si rapide, si fatalement rapide. Un nouveau froissement sur la lame d'Aurore chercha à sentir la résistance, à prendre la mesure de son opposition. Elle refusa le contact et dégagea en quarte par une cavatione serrée, reprenant la ligne avant qu'il n'ait eu le temps de lier. Feinte en seconde, attention! La feinte fut impeccable. Un engagement qui amorçait une botte basse, puis la lame de fumée remonta en un éclair pour un coup à la gorge. Une imbrocata propre, élégante. Crépuscule fut plus rapide que la riposte. Elle interposa sa paume ouverte, une conque d'énergie jaillit et dévia la lame d'un tiers de ligne, juste assez, et Aurore était déjà en parade de prime, croisant le fer suffisamment bas pour contraindre Montrevant à se rompre d'un pas. Ils se retrouvèrent en garde. Montrevant poussa sur la lame pour tenter un liement en tierce, cherchant à prendre le fer et à en contrôler le faible. Aurore résista une fraction de seconde, sa rapière glissant hors du contact comme une anguille, et risqua un estoc en ligne droite, visant la gorge. Le carciste esquiva par une incartata, pivotant le buste hors de la ligne tout en laissant son pied avant en place, et répondit d'un coup de revers horizontal qu'Aurore para de justesse en sixte, le fer de sa lame heurtant la fumée dans une gerbe d'étincelles noires. Flanconnade sur ta droite, maintenant. La dite flanconnade, une botte de cartes forcée qu'on porte au flanc de l'adversaire, arriva exactement là où Crépuscule l'avait dit. Aurore n'essaya même pas de parer. Elle rompit d'un pas en arrière, laissa la lame passer à 2 doigts de ses côtes, et tandis que Montrevant était encore en extension, elle revint à fond en couronnée, tout le poids du corps en avant, croc dénudé, les runes de sa rapière s'embrasant d'une lumière acide et venimeuse. Plus loin, Oanzi et Sachi étaient aux prises avec le Wendigo, les yeux et la bouche de la créature étaient illuminés d'éclairs d'aspect. Face à lui, l'Amérindien et son esprit totem luttaient. Malgré sa bravoure, l'Iroquois était sur le point de s'effondrer sous l'immense pression thaumaturgique à laquelle il était soumis. Étienne ne resta pas longtemps immobile. Son cerveau eut à peine le temps d'enregistrer ce qu'il avait pu voir que l'adrénaline décida pour lui d'agir immédiatement. « Baissez-vous » hurla-t-il à l'intention d'Oanzi avant de tirer. « Incendiaire !» Un projectile de feu s'éjecta de la bouche de Socrate, perçant le monde des rêves tel un météore. La balle se trouvait entourée d'une boule de feu éclatante. Le projectile percuta le Wendigo à l'abdomen et le fit reculer de quelques mètres dans un éclair de phosphore, lui donnant l'aspect d'un défaut de pellicule d'une photographie ancienne. La malbête se rua en avant. 2 autres cartouches incendiaires firent mouche. Gémissant et caquetant dans un infâme jargon maudit venu des ténèbres de l'extérieur, le Wendigo, d'un coup de griffe, envoya valser l'Amérindien à l'autre bout de la pièce. D'un autre, il renversa la table où ferraillaient les 2 carcistes. La créature bondit à nouveau, esquiva l'un des projectiles d'Étienne et atterrit derrière lui, quasi suspendu dans les airs, irradiant de puissance. Des flamèches parcouraient son corps. Sa jambe droite, déchiquetée à hauteur du genou, dégoulinait d'un ichor noirâtre. Il écarta les bras et une main griffue s'abattit sur le vétéran. Aurore, qui se redressait maladroitement, serra les dents. « Crépuscule, sauve-le !» Oh, ça va, je peux pas être partout. Le temps s'arrêta, remonta quelques secondes en arrière et... le Wendigo écarta les bras. Sa main mutilée, dont il ne restait plus que le pouce et une partie de la paume, catapulta Étienne en travers de la pièce. Intéressant. Susurra Montrevant, qui, profitant de l'instant suspendu, passa sous la garde d'Aurore et lui planta une courte dague de fumée noire dans le flanc. La carciste de Sarne gémit un hoquet de surprise et s'effondra. Étienne reprit lentement connaissance. Le battoir du Wendigo l'avait fauché si vite qu'il n'avait pas senti la douleur immédiatement. Les os du Francien devinrent un sandwich de souffrance. La tête lui tournait, sa vision chancela. Le goût du sang lui vint en bouche, bientôt chassé par un crachat réflexe peu élégant. « Étienne, ça va ?» Le vétéran fit une analyse rapide de son état. Il percevait une douleur sourde à l'arrière de son crâne qui avait percuté le mur de plein fouet, des vrilles insistantes sur ses côtes,
probablement cassé ou proche de l'être. Le plus terrible, c'était que la main qui l'avait frappé n'avait même pas eu de griffes. Si cela avait été le cas, le vétéran estimait qu'il aurait été réduit en une charpie sanguinolente. Au lieu de ça, il endossait le rôle d'un sac d'os doté d'une structure plus ou moins cohérente et d'une solidité, disons, relative. Il y avait une bonne nouvelle dans ce fatras. Ses bras allaient bien, ses mains aussi. Sa poigne autour de Socrate restait ferme. Il pouvait encore tirer. Non, le problème, c'était la vue. Étienne voyait flou. Ça ne l'empêchait pas de distinguer la masse énorme qui fonçait sur lui. Oh, et puis merde. Dos au mur, littéralement, il n'eut même pas le temps de remarquer Aurore. Il ne voyait que le danger immédiat et s'efforçait d'y répondre avec un doigt d'honneur prononcé prenant la forme d'une pluie de projectiles. Les tripes du vétéran étaient serrées par l'instinct de survie et l'adrénaline, la certitude animale que ce serait lui ou le Wendigo. La culasse de Socrate finit par claquer dans le vide, même lui était épuisé. Étienne avait réussi à atteindre le Wendigo 6 ou 7 fois, dans le bras gauche et au cou, et la bête marqua l'arrêt, chancelante, sa gorge déchirée. À ce moment précis, Ohanzi se jeta sur lui. Il leva son tomahawk runique et canalisa toute sa volonté dans sa hampe. Le fragment ciselé s'enflamma d'une luminescence bleutée. Pendant un bref instant, Étienne recouvra la vue, observant le monde des rêves comme si ce dernier n'était qu'une aquarelle dessinée par un illustrateur professionnel. La flamme d'énergie scintillante qui jaillit du cristal de focalisation s'enfonça dans la poitrine du Wendigo. La créature grimaça un sourire fugitif, puis son hôte de chair se rompit et s'ouvrit en deux, laissant échapper une tempête de flammes bleues dont les volutes étincelantes se déployèrent dans toutes les directions. Presque instantanément, le Wendigo fut ouvert le long de l'épine dorsale. Il tomba à genoux et s'effondra en deux moitiés quand une voix lointaine poussa un gémissement de douleur. « J'ai besoin d'un coup de main !» Aurore était à terre, recroquevillée, devant un montre au vent triomphant. Crépuscule faisait face seul et semblait en grande difficulté, ses vêtements en partie déchirés. Étienne pouvait voir que son corps était chargé de liens et de chaînes entrecroisées et cadenassées. Sa peau blanche et lumineuse était percée d'une quantité de veines noires comme autant de poinçons de fer. Des amulettes de toutes sortes étaient pendues à ses chaînes ou au fil de fer barbelé qui était entouré autour de son cou, semblable au collier clouté qu'Aurore portait autrefois. Cette vision prit le vétéran par surprise autant qu'elle le glaça. Il avait déjà vu Aurore avoir des moments de fatigue, d'affaiblissement, voire même être grièvement blessée. Mais elle n'avait jamais été vaincue. Il sentit son cœur battre la chamade devant cet état de fait. Le besoin urgent de la mettre hors de danger, de molester ce salopard au chapeau ridicule, d'effacer son sourire suffisant. Dans d'autres circonstances, Étienne n'aurait peut-être pas agi de cette manière. Il aurait sans doute réalisé que si Montrauvent avait pu mettre au tapis une carciste centenaire de la lignée de Sarne, ce n'était pas lui qui allait faire pencher la balance et qu'il n'allait faire que s'exposer à un trépas expéditif. Il aurait peut-être agi plus intelligemment, avec plus de stratégie. Se déplaçant avec une telle rapidité qu'il n'était qu'une forme brouillée, le carciste fouetta l'air si rapidement que les yeux d'Étienne ne purent suivre. La longue lame ténébreuse détourna chacun de ses tirs. L'un d'eux ricocha et finit sa course dans la main d'Étienne, lui arrachant 2 doigts et Socrate des mains. Ohanzi apparut à ses côtés et le bouscula pour passer. Les éclairs bleus sombres naquirent au bout de son tomahawk et allèrent s'enrouler autour de Montrauvent, l'enchaînant étroitement dans des liens d'énergie psychique. Là encore, d'un geste de sa griffe d'obsidienne, il se débarrassa du sortilège comme si ce dernier ne l'avait jamais touché. Il se fendit d'un ricanement dédaigneux et le renvoya sur son propriétaire qui alla s'écraser à quelques mètres de là, contre l'un des murs, emportant un blason décoré dans sa chute. La brave Sachi, enfin, s'attaqua au mollet du paranthrope avec hargne et reçut à son tour un coup de pied qui lui fit pousser un couinement de douleur. Le silence retomba, une longue seconde, brisée par un rire macabre. Levant une lame de fumée noire vers Crépuscule, Montrauvent fit la moue. Je peux savoir la raison de ton hilarité, engeance de l'extérieur. Le surmoi personnifié d'Aurore essuya une larme au coin de ses yeux. Je dois vraiment tout expliquer, hein ? Elle se mit à énumérer sur ses doigts. Tu es un méchant récurrent. Les personnages principaux de mon histoire sont en mauvaise posture. Leur exotique allié sexy est neutralisé et tu viens de taper un adorable petit chien. Et alors ? Tu penses que tes caprices méta-narratifs peuvent quelque chose contre moi ? Sans Aurore pour te canaliser, tu n'es qu'un tissu de pensée avec des jolis yeux. Redis ça plus lentement. Quoi ? Que tu n'es qu'un tissu de pensée avec des jolis yeux ? Mais non, avant, pastèque. Sans Aurore pour te canaliser. Et merde !
Crépuscule esquissa un sourire torve et récupéra du pied la rapière d'Aurore. Ses seaux de confinement se mirent à brûler d'aspect. Elle lui tomba dessus, telle une tempête. Montre-au-Vent et Crépuscule échangèrent une grêle de coups. Chaque contact entre leurs lames faisait naître des étincelles et de petits panaches de fumée. Le carciste de Nadox tenta un coup de taille circulaire sous la ceinture, mais Crépuscule bondit par-dessus son épée et se lança dans une série d'attaques croisées qui obligèrent son adversaire à reculer dans la poussière. Étienne, réveille-toi un peu. Je ne suis qu'un élément scénaristique. Bouge-toi le cul pour te le faire. Le vétéran secoua la tête et vit son ouverture. Une microseconde d'oscillation sur le retour de sa lame qui ouvrait une porte pour une botte droite au cœur. Socrate la sentit également et prit la forme d'un sabre de cavalerie. Allez, en garde! Étienne ramassa l'arme en main gauche et sentit un sourire léger naître sur son visage en prononçant ces mots, réalisant que cela faisait longtemps qu'il avait foutrement envie de dire cela. Son bras se détendit, s'engouffrant dans l'ouverture, filant vers la cible pavée par Crépuscule, bien décidé à plonger ce sabre jusqu'à la garde. Montre-au-Vent fut sincèrement surpris lorsqu'Étienne lui enfonça 60 cm d'acier dans la poitrine. La lame l'éviscéra presque, avant d'éclater en le projetant Étienne, lui et Crépuscule, en arrière. Consterné, Montre-au-Vent baissa le regard sur son torse blessé. Éblouissant et vénéneux, du sang noir s'en écoula à flots. Pauvre petit idiot. Siffla le carciste de Nadox, mal en point. D'un geste grandiloquent de sa cape, il disparut dans une fumée noire si dense et si ténébreuse qu'elle oblitéra la lumière de la pièce quelques instants avant que cette dernière ne reprenne sa teinte grisâtre. Le silence se fit une longue seconde avant d'être brisé par une immense inspiration. C'est pas moi, j'ai rien fait, j'étais au cinéma. Aurore, désorientée, regarda à droite, puis à gauche, perplexe. Étienne resta un instant confus, le souffle court, voyant Montre-au-Vent disparaître tout d'un coup. Avant qu'il ne puisse affermir son jugement sur le fait qu'il y avait dû y avoir un traumatisme lié à des méchants clichés dans l'enfance de Montre-au-Vent, la soudaine apparition d'Aurore occulta le reste. Les questions, le Wendigo, Ohanzi, la douleur, la fatigue, ses 2 doigts perdus. Il se précipita aux côtés de sa collègue, vérifiant son état, examinant la blessure où la lame du carciste de Nadox avait mordu. Bouge pas, comment tu te sens? Un peu flagada. La paranthrope laissa sa tête reposer sur l'épaule d'Étienne. Je veux bien un câlin. La dague avait laissé une marque noire sur le flanc d'Aurore, déchirant son manteau, son corset et sa chemise. La plaie était sérieuse, mais semblait déjà en train de se refermer. Tu perds pas le nord, toi, hein? Le câlin va devoir attendre, ma grande. Repose-toi et reprends des forces en attendant. Le vétéran la posa délicatement contre le mur le plus proche. Ohanzi émergea d'un tas de décombres en époussetant son manteau troué. Il avait dégusté, mais semblait capable de se tenir debout. Il prit Sachi dans ses bras. Cette dernière couinait doucement, une patte cassée. Crépuscule renifla en s'asseyant à côté d'Aurore pour la soutenir. Le Wendigo est mort, ici en tout cas. Il ne reste plus qu'à espérer que les commandos fassent de même dans le monde réel. L'anomalie narrative poussa du pied un morceau de la garde de Socrate en direction d'Étienne. T'inquiète pas pour lui, il s'en remettra, je m'occuperai de le rafistoler. Il a bien de la chance. Grogna Étienne en prenant le fragment pour l'accrocher à sa ceinture. Le vétéran s'adossa lui-même contre un morceau de la table, pansant sa plaie. Ses gestes étaient mécaniques, et s'il évita dans un premier temps de regarder frontalement sa blessure, il finit par s'y résoudre. Il sentit une angoisse venir. Et si on le réformait pour ça? Étienne ne pouvait entrevoir un monde où on le dirigerait vers un poste de bureaucrate. Il déglutit. Tâchant de chasser l'angoisse qui commençait à l'envahir, il regarda ailleurs, reposa sa main blessée loin de son champ de vision et revint vers Crépuscule. Et le grand comique, il est passé où? Il s'est déphasé, le fils de poulpe. Il fait toujours ça quand il perd. Il lui faudra un moment pour se remettre d'une rouste pareille. Et t'en fais pas trop pour tes doigts. Aurore s'en occupera quand elle sera de retour parmi nous. Crépuscule s'étira, passant un bras derrière les épaules d'Aurore pour la caler contre elle et lui caresser les cheveux. La paranthrope s'était assoupie. On a eu de la chance qu'il la plante pour la capturer et non pas pour la tuer. Sa lame d'ombre aurait pu lui perforer ses 2 cœurs. C'était ça qu'il voulait alors? Rien à voir avec notre ami poilu de 10 mètres? Aucune idée. Je suis dans sa tête à elle, pas la sienne. Aurore et lui se font la guerre depuis bien des années. Peut-être que l'occasion a fait le larron, peut-être qu'il voulait faire d'une pierre 2 coups. Peut-être qu'il a tout improvisé sur le moment parce que c'est ce qu'il fait en prenant des airs de poseur mystérieux. Tout est possible. Elle déposa un baiser sur le front d'Aurore et la berça lentement. Là. Étienne arqua légèrement les sourcils à la gestuelle de Crépuscule. Qu'est-ce que tu fais dans la tête d'Aurore, toi? Et pourquoi tu restes auprès d'elle? Vous êtes quoi? Vous êtes... amis? On peut dire ça. Je suis une partie d'elle-même. La part rationnelle de sa personnalité, je dirais. Sauf qu'aujourd'hui,
j'ai ma volonté propre. Mais si t'as déjà vécu sans elle, tu pourrais potentiellement continuer et trouver quoi foutre ailleurs. Donc là, t'es là par choix. C'est ça que je te demande. Pourquoi t'as choisi de rester avec elle? Pourquoi rester avec elle? Eh bien, parce qu'elle est moi et que je suis elle. C'est aussi simple que ça. Ohanzi se redressa, sa hache argentée à la main. Étienne leva le pouce dans sa direction. On les a eus, mais de peu. Ça s'est joué à 2 doigts. Étienne sentit un sourire un peu stupide s'épanouir sur son visage. S'il était déjà capable de plaisanter, c'est que, lui non plus, il n'allait pas si mal que ça. L'Amérindien serra plus fort le manche de sa hache. Pas tous, non. Il en reste une. Dit-il d'un air sombre en avisant la paranthrope endormie. Étienne fronça vivement les sourcils, instantanément en alerte. Il se redressa. Il n'était plus en état de combattre. Si Ohanzi décidait de frapper, Étienne ne pourrait réalistiquement pas l'en empêcher. Il inspira, tendu. Elle a commis son lot de crimes, c'est vrai. Je vais pas vous demander de lui pardonner, mais essayez au moins de comprendre. Écoutez, elle avait pas vraiment le choix, elle était esclave de ces gens-là qui ont martyrisé votre peuple. Il tenait pas que sa vie en otage en plus, mais aussi celle de ses proches. Aurore a pris un chemin horrible, certes, mais ce chemin, elle l'a fait dans des fers et dans la souffrance. Le Francien laissa courir son regard vers la silhouette endormie. Aujourd'hui, je veux croire qu'elle en arpente un autre, qu'elle mérite de vivre, qu'avec des gens bien, elle devient quelqu'un de bien aussi et qu'elle peut apporter la lumière, protéger ce qui importe. Prendre sa vie n'effacera pas ses crimes, c'est sûr, mais ça effacera ses bienfaits de demain. Et c'est pour ça. Étienne inspira longuement, reportant un regard sans hostilité, mais déterminé, vers l'Amérindien. Que je ne vous laisserai pas la toucher. Aurore poussa un petit gémissement, à la fois très vulnérable et particulièrement mignon. Crépuscule regarda Étienne, puis Ohanzi, puis Étienne à nouveau. Le vampire iroquois fut pris d'un frisson, puis porta sa main au reliquat de son manteau et s'en débarrassa d'un geste, dévoilant une musculature sèche et marbrée. Il planta sa hachette au sol. Mon honneur de guerrier m'oblige donc à vous affronter à armes égales pour faire valoir mon droit. Étienne haussa les sourcils, quelque peu pris au dépourvu. Hein ah bon? Même après tout ce que j'ai... Au fond de lui, il avait un peu naïvement espéré qu'Ohanzi en reste là et accepte de revoir ses positions au point de ne simplement pas vouloir tuer Aurore. Il listait intérieurement les éléments en sa défaveur avec lucidité. Ses os étaient en compote, il avait un mal de chien, sa main motrice avait égaré 2 doigts, et de fait, les prises et les coups de poing allaient se complexifier. Ohanzi se régénérait naturellement et était probablement un guerrier exceptionnel à main nue. Et puis, quels abdos! Dans la liste des points positifs, eh bien, Ohanzi avait l'air aussi fatigué que lui. Et Étienne n'avait pas été le dernier pour distribuer des claques. Cela ne donnait pas vraiment un pronostic favorable, mais cela lui donnait assez de matière pour ne pas partir complètement perdant. Et la vie d'Aurore était dans la balance. Il ne pouvait pas reculer. En même temps, il n'en voulait pas vraiment à son adversaire. Il comprenait. Il n'aurait sans doute pas avalé la pilule lui non plus, à sa place. Aussi trouvait-il une certaine justice et un certain honneur dans la démarche. J'ai vraiment pas envie qu'on en arrive là, mon vieux. Annonça-t-il d'une voix qu'il trouvait lui-même trop fatiguée. On peut encore trouver une autre solution. Il raffermit sa voix, y ancrant la détermination qui l'avait poussé dans cette situation stupide. Bon écoute, si tu veux cogner, cogne fort, parce que je te ferai aucun cadeau. Je ne le fais pas par plaisir. Et je lui promets un sort équitable auprès des instances supérieures de mon peuple. Ohanzi se mit en position de combat. Sachi, quant à elle, s'assit à côté de Crépuscule, couinant un encouragement. Crépuscule pinça les lèvres et posa une main sur le sol. Bonne chance, Étienne. Essaye de pas tout foirer, ok? Et, avec un lourd craquement de bois, le plancher s'effondra sous les pieds des 2 combattants, qui chutèrent de quelques mètres pour se retrouver dans une courette boueuse située en contrebas de la salle à manger dévastée, sans que cela n'ait vraiment de sens architecturalement parlant. Le vétéran jeta un bref regard alentour après s'être réceptionné, lâchant un soupir las. Sérieusement? Étienne n'attendit pas de voir si Ohanzi avait bien atterri, et il l'engagea frontalement, testant la réactivité de son adversaire en expédiant une série de crochets vers son visage. Même en réalisant que son poing droit manquait de surface, les réflexes de combat du vétéran étaient trop ancrés en lui pour les oublier immédiatement. Il ne prolongea toutefois pas le contact, conscient qu'Ohanzi était en bien meilleure forme que lui, et se déroba rapidement après avoir estimé la température. Contre un adversaire plus fort que soi, lui disait son expérience, le mouvement et la mobilité seraient clés. Il n'avait pas vraiment de plan, si ce n'était temporiser et tenir le choc. Ils échangèrent des coups à la vitesse de 2 animaux blessés. Étienne se sentait curieusement ralenti par ses vêtements qui lui paraissaient peser 1 tonne, comme si la boue les avait trempés de plomb. Le poing d'Ohanzi s'abattit dans les côtes du Francien avec un bruit sourd.
Ce dernier répliqua en lui assénant 3 frappes rapides, la dernière en pleine mâchoire. L'Amérindien ne scia pas, recula simplement d'un pas, déjà prêt et en alerte. « Tu es fort. » dit-il simplement. Il bondit sur lui pour lui administrer une volée vicieuse, mais ses poings n'atteignirent pas leur cible, Étienne se penchant à droite et à gauche, aussi insaisissable qu'une anguille malgré sa taille. Oanzi para sa contre-attaque des avant-bras, grondant sans desserrer les dents. Esquivant un coup au front, il attrapa le bras d'Étienne. Rapide comme l'éclair, il s'agenouilla, le souleva au-dessus de sa tête et le projeta en l'air pour le faire atterrir lourdement dans la boue. Plus haut, dans la salle à manger transformée en tribune de fortune, Crépuscule prit Sachi dans ses bras pour lui faire des papouilles. « Mais oui, t'es belle !» Puis elle donna un coup de coude à Aurore. Tu peux arrêter de faire semblant, tu sais. Encore 5 minutes, maman, y a pas école aujourd'hui. Crépuscule roula des yeux. Tu vas manquer le combat? Je le vois par tes yeux, tu sais. Ça change, hein. L'anomalie narrative fit la moue. Bon, d'accord. Je dis rien et je regarde, mais... Mais Laissa échapper Aurore dans sa barbe. En rentrant, je veux un adorable petit chien comme celui-là. Et le même en noir. qu'est-ce que vous avez tous avec les toutous, je vous jure. Deal. Deal. Allez, tourne tes yeux vers la fosse, je veux voir la suite. Et alourdis la densité de la boue, veux-tu? Étienne avait douloureusement serré les dents en sentant la morsure du poing de son adversaire se ficher dans ses côtes. Il se redressa sans attendre, jurant à moitié dans sa barbe, en se rendant compte qu'il n'allait même pas couper à la partie torse nu dans la boue, comprenant que le soudain poids de ses vêtements n'était pas naturel. Étienne retira prestement le haut de son plastron, déjà considérablement fragilisé par les attaques du Wendigo, et dévoila son torse nu, sculpté par l'exercice mais sans excès, luisant sous l'effort. Il eut tout juste le temps de se remettre en garde et céda du terrain, laissant les attaques de l'Amérindien frôler sa peau. Étienne gardait le rythme, le souffle court, le visage concentré. Il avait été formé aux arts martiaux, à l'intelligence du combat, et ses gestes reflétaient cette précision étudiée, dépourvue de mouvements parasites. Ses feintes étaient instinctivement calculées. Après une esquive, il sentit une fenêtre d'attaque. Il reprit l'initiative brusquement. Les coups pleuvaient sur Oanzi. Étienne réalisait bien la faiblesse de son crochet du droit et s'adapta. Si sa main avait perdu en force, il avait toujours son bras. Son poing gauche vola, fut bloqué. Il pivota et se déroba. Le coude du vétéran fila à toute allure vers l'arcade de son adversaire. Le coup porta, et Étienne n'attendit pas d'en voir les effets pour appuyer son avantage. Il eut le temps de porter 2 coups secs avant de se montrer trop téméraire. Il ne réalisa que l'hémovore s'était déjà remis que lorsque son poing trouva sa joue. Le Francien recula, sonnait. Les coups pleuvaient. L'esprit d'Étienne avait beau être alerte, tout allait soudainement vite. Trop vite. Un puissant uppercut le frappa de plein fouet. Étienne s'effondra dans la boue, à moitié conscient. Et voilà, l'autre bonnet est à terre. Décevant. Mais bon, c'est plutôt cohérent. Aurore ouvrit les yeux et bâilla. Fallait s'y attendre. Contre un hémovore du calibre d'Oanzi, il n'avait aucune chance. Je fais quoi? Je lance un flashback salvateur? C'est un peu cliché, non? Bon, allez, ça marche toujours. Soit. Je fais quoi, du coup? Je murmure un « Étienne, relève-toi, Étienne !» comme une déesse grecque à son héros en difficulté. Gratouillant Sachi, Crépuscule esquissa un sourire torve et hocha la tête. Étienne sentit ses forces lui revenir. C'est avec l'effrayant constat que la gravité semblait avoir triplé d'intensité qu'Étienne réalisa dans quelle posture il se trouvait. Son nez formait un angle bizarre et laissait échapper un léger écoulement pourpre. Sa peau était maculée d'hématomes et sa bouche, à moitié entr'ouverte, laissait s'exprimer toute la stupeur du monde alors que son cerveau avait fini de compiler les dernières secondes. Il avait ramassé. Il se sentait à présent complètement vidé, incapable de convoquer la moindre force dans ses muscles endoloris. Cela ne l'empêcha pas d'essayer, mais ses jambes tremblèrent, se dérobèrent et le sol refusait de cesser son emprise. Et soudainement, il sentit quelque chose. Une brusque chaleur, douce et apaisante à la fois. Malgré l'épuisement qui le terrassait, la réalité de pourquoi il se retrouvait dans cette situation le percuta à nouveau avec force. C'était pour Aurore. Abandonner, c'était l'abandonner. Il serra les dents, les joues gonflées. Il pouvait accepter l'idée de mordre la poussière, mais laisser tomber sa collègue, l'idée était insupportable. Il fut renvoyé devant l'idée de sa propre impuissance à changer les choses, à influer sur ce qui comptait. Qu'allait-il changer, vautré dans la boue? Il éprouva une brusque colère, dirigée contre lui-même. S'il restait là, figé au sol, il continuerait à rester ce fantôme qu'il s'imaginait être. Le changement ne viendrait jamais s'il restait prostré là. Sa colère se mua en détermination nouvelle, nourrie par le dégoût de sa propre faiblesse. Pas cette fois. Pas aussi facilement. Pas comme ça. Plus comme ça. Allez, relève-toi, chevalier.
Ses poings agrippèrent le sol en tremblant, son corps couvert de sueur et de boue agité de spasmes. Son torse frémit, ployant sous une colossale douleur, mais porté par une volonté plus grande encore. Étienne se redressa et se remit en garde. Il sentit un goût chaud en bouche, cracha négligemment au sol un filet de sang et dévisagea son adversaire, l'esprit plus tranchant que jamais. Hé, Oranzi, j'ai pas entendu le gong. Tu es résistant. Reconnut les Mauvors. Il bondit sur lui, feinta, puis se pencha lorsqu'Étienne leva la jambe pour lui attraper le mollet et le jeter au sol, apparemment sans effort. Mais le vétéran l'attira par terre avec lui, ayant passé son autre jambe derrière sa nuque d'une prise longuement pratiquée dans les forces spéciales. Ils s'affalèrent sur le sol boueux, véritable nœud de membres roulant sans trop de dignité, se tortillant, se frappant des poings et des pieds, crachant et sifflant. 2 fauves blessés enlacés dans un combat à mort. Étienne vit les crocs de l'Amérindien sortir de la gangue de ses gencives. Oula, beaucoup trop de testostérone d'un coup. On devrait faire quelque chose, non? Si l'autre Powhatan le mord, Il est mort, oui, je sais. Mais c'est un duel d'honneur, pour moi d'ailleurs. Je devrais pas intervenir. Aurore, depuis quand on a quelque chose à foutre de l'honneur? La paranthrope fit la moue. Tu as raison. Il est l'heure que j'affronte mes responsabilités. Crépuscule dévisagea son double opposé, sceptique. Mais Aurore bondit dans la fosse, atterrissant avec grâce derrière les 2 combattants. Oh Hansi, arrête. Épargne-le, tu as gagné, je me rends. Tu te rends? Je me rends. Tu te rends? L'annonce avait figé le vétéran au sol dans une position qui, pris dans un autre contexte, aurait pu sous-entendre qu'il pratiquait des formes de lutte tantrique. Il resta figé quelques instants dans cette position pour le moins incongrue, ne sachant trop comment réagir. Il se doutait qu'Aurore avait un plan et ferait sans doute mordre la poussière à son adversaire, ce n'était pas le problème. Non, le problème, c'est qu'elle avait l'air d'aller parfaitement bien. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de courette couverte de boue sous les salles à manger des châteaux franciens, à moins d'un très mauvais architecte. Le problème, c'est que la boue n'alourdissait pas les vêtements ainsi, des choses qu'Étienne savait bien, mais qu'il réalisait seulement maintenant. Est-ce qu'elle avait vraiment osé le laisser faire son petit discours et se faire casser franchement la gueule juste pour assouvir son délire de bagarre dans la boue? Tout cela n'avait-il été qu'un petit spectacle cruel organisé pour satisfaire la paranthrope? Non, elle se rend pas, c'est trop facile. Et puis d'ailleurs, en y repensant, cette brusque montée d'adrénaline quand il avait mordu la poussière qui semblait soudainement avoir des allures suspectes de ressorts narratifs bien commodes et un peu éculés par ailleurs. Tout ce laïus interne qu'il s'était fait sur son impuissance, son besoin de se prouver sa valeur. Tout ça, ça n'avait été que pour distraire Aurore? Pour qu'elle fasse son entrée dans l'arène de manière dramatique et se donne le beau rôle? Le Francien se sentit aussi vexé que piqué dans son orgueil, avec l'impression d'avoir été utilisé pour servir de distraction ambulante. Tu voulais que je me fasse casser la gueule pour ton bon plaisir, madame la baronne? Eh ben voilà, t'es servi. Mais moi, j'ai pas terminé mon duel. Alors tu vas gentiment attendre qu'il me mette KO, et après, tu feras ton intéressant, tu feras comme bon te semble. Tu pourras faire semblant de t'inquiéter pour moi si ça te fait plaisir. Vas-y! À moins que ça soit pas dans ton scénario, ça aussi. Il n'a pas complètement tort, ma chérie. Dit Crépuscule, en battant des pieds depuis le rebord de la reine de fortune. Non, c'est bon, j'en ai marre. Je vais mieux et j'ai eu ce que je voulais. On peut s'arrêter là. L'Amérindien lâcha Étienne et bondit sur ses pieds. D'un mouvement de poignet, il attira magiquement à lui son tomahawk argenté qui se mit à crépiter d'éclairs. Assez de tes mensonges, serpent. Abomination. J'ai cru à ta rédemption, mais tu vas payer pour mon peuple. Je crois pas, non. Aurore ne fit pas un geste, pas même du bout du doigt. Elle eut un léger mouvement de tête en direction du chasseur iroquois, et le pauvre homme fut littéralement découpé sur place. Des vagues d'aspect le dépouillèrent de sa chair et démantibulèrent son squelette dont les membres s'agitaient encore. Crépuscule cacha les yeux de Sachi, qui couina dans ses bras. Étienne blêmit, se redressant brusquement, horrifié. Il regarda un instant les restes d'Ohanzi se balancer pitoyablement, avant de tourner un regard où se mêlaient stupeur et consternation vers Aurore. Mais ça va pas? Tu l'as tué? Aurore pencha la tête sur le côté. Aux alentours, les couleurs commençaient à lentement se raviver, tandis que Crépuscule et Sachi s'effaçaient progressivement. Le chien au pelage blanc poussa un long ululement de chagrin. Bah quoi? Tu pensais pas que j'allais me rendre pour de vrai? C'était juste pour détourner son attention. Le débit de parole du vétéran s'accentua soudainement sous l'effet du choc et de l'indignation graduelle qui vrillait sa voix. Il agita des bras tremblants là où se tenait la dépouille de son adversaire, alors que lui-même retrouvait peu à peu les contours nets de ses traits. Mais je sais pas, t'aurais pu l'assommer, le paralyser, l'endormir, lui faire danser la putain de valse, j'en sais rien. T'aurais pu faire tout et n'importe quoi plutôt que de le buter. C'était un membre de la maison impériale, ce gars-là. La maison impériale, putain de bordel de merde. Et même si ça en avait pas été un, il méritait pas de se faire tuer comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce de psychopathe? Aurore se fléchit sur ses genoux,
ses mains ballant entre ses cuisses. On est dans le rêve du chasseur, Étienne. Rien de tout ça n'est vraiment vrai. Regarde tes doigts. Crépuscule fit un clin d'œil à Aurore avant de disparaître. Le vétéran sentit un mal de tête lui vriller le crâne. Après avoir cligné des yeux plusieurs fois, il put s'apercevoir qu'il était dans un cellier humide mais dénoué de boue, qu'il y avait un trou au plafond et qu'Oanzi était prostré devant Aurore, agité par un cauchemar. Les doigts d'Étienne étaient toujours là. Il sentait une douleur fantôme à chaque fois qu'il les pliait, mais ils étaient toujours là. Hein Étienne battit des paupières, se massant doucement le crâne en grimaçant. Le choc et la stupeur furent remplacés peu à peu par un vertige cotonneux, comme s'il était rentré dans une piscine glacée après avoir passé des mois dans le désert. Le brusque changement le désarçonna. Il plia les doigts, une fois, puis deux, avant de déglutir. Putain, ça avait l'air... Waouh. Il se gratta la nuque, reniflant d'un air embarrassé. Désolé, je pensais pas que tu l'avais tué. Je pouvais pas croire que t'aies fait une chose pareille. Mais enfin, Étienne, si t'étais me comporter comme une horrible personne, je ne fais plus ça, amore mio. Commenta Crépuscule, de nouveau dans sa tête. Ceci dit, il va avoir une sacrée migraine, notre ami le Peau-Rouge. Je crois que je suis bonne pour quelques explications.